Ma mère était transbordeuse d'orange à Cerbère. À l'âge de 18 ans, 20 ans, elle est allée au transbordement d'orange. Cerbère était un hameau de Bagnous. Il vivait à ce moment-là 7 familles qui étaient marins, pêcheurs et vignerons. Dans les années 1870, la SNCF, la Compagnie du Midi, a voulu que le chemin de fer arrive jusqu'en Espagne. Les travaux ont commencé dans les années 1870. Ça a duré, la gare proprement dit, de marchandises jusqu'en 1876, c'est-à-dire 6 ans à peu près. Et ensuite, on a construit la gare voyageurs. En 1875, la première machine, ou le premier convoi, est arrivé en gare de Cerbère. La particularité qu'il y avait entre les voies espagnoles et les voies françaises, c'est que la voie espagnole est plus large que la voie française. La voie espagnole fait 1,668 m et la voie française 1,435 m. C'est-à-dire qu'il y a 23 cm, on appelle ça rupture de charge. C'est-à-dire que toutes les marchandises et tous les voyageurs dans le sens sud-nord devaient systématiquement changer soit de train pour les voyageurs, soit les marchandises doivent être transbordées dans un wagon français. Pourquoi cette différence entre l'Espagne et la France? On a dit que le matériel espagnol a été acheté en Angleterre, vu qu'ils n'avaient pas à ce moment-là des usines pour construire les voitures, les wagons, le rail, tout ça. Et ils ont fait un échange avec les Anglais qui, eux, modernisaient leur chantier. La voie française, c'est une voie UIC, c'est-à-dire que c'est toute l'Europe qui a le même écartement. Il n'y a que l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse et l'Allemagne qui ont l'écartement différent du nôtre. Donc, toutes les marchandises venant d'Espagne doivent être, aussi bien côté français, Cerbère ou Hendaye, doivent systématiquement être transbordées. Toutes les marchandises. Ce qui dominait à Cerbère, c'était les agrumes. Pourquoi? Parce qu'elle veut arriver de Valencia, province de Valencia et d'Alicante, et elle suivait le pourtour méditerranéen jusqu'à Cerbère. Le transbordement, c'est que la marchandise était manipulée du wagon espagnol dans le wagon français par le moyen humain. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, on mettait en place un wagon espagnol en face d'un wagon français et au moyen d'un plancher, c'est-à-dire d'un pont, la marchandise était transbordée, dont les agrumes principalement, du wagon espagnol dans le wagon français par des femmes de Cerbère, de la région, au moyen de couffins, parce que la marchandise d'orange qui arrivait était en vrac, c'est-à-dire comme ça, sans structure, sans caisse, c'était du vrac. Bon, il faut dire qu'entre les pays, toutes les marchandises étaient échangées. Côté espagnol, comme je disais, c'était principalement des agrumes, mais il y avait aussi bien du minerai, du vin qu'on transbordait au moyen de pompes à main, des paniers en osier, de la salade, de tout ce qui pouvait être échangé entre l'Espagne et l'Europe. Moi, je vous parle du sud dans le nord, parce que le transbordement d'orange se faisait à Cerbère. Or, dans le sens nord-sud, les marchandises se transbordaient à Portbou, ville jumelle, et la gare était identique que celle de Cerbère. Et c'était différentes marchandises, c'était beaucoup du poids lourd, c'est-à-dire de la tôle, de la ferraille, qui se faisait à Portbou.
Quand on a construit la gare de Cerbère, il y a eu un apport important de main-d'œuvre étrangère, espagnole, français, italien, pour la construction de Cerbère. Donc, systématiquement, ce personnel devait être logé. Ça a duré une dizaine d'années. Pour les loger, on a construit les cités A, B, C et D, les cités Minjaville et Mani et Santol. Et à ce moment-là, il y avait une moyenne de 1000-1200 personnes qui vivaient à Cerbère, toujours à Meaux de Bagnols. Et c'est le 28 juillet 1888 que Cerbère s'est désolidarisé de Bagnols et est devenu un village, le village de Cerbère, dont le premier maire était M. Midjaville. M. Midjaville, c'était un transitaire qui, disons, avait pas mal de personnalité et s'était accaparé pas mal de travail sur Cerbère. Du mois d'octobre jusqu'au mois de février, on faisait venir du personnel côté français et du personnel côté espagnol aussi. Il y avait une moyenne de 250 à 300 personnes journalièrement qui travaillaient au transbordement d'Orange. Donc ce personnel se réunissait à un endroit bien précis, c'était les plaques, où les attendaient les moussaignes, il y en avait plusieurs. C'était des contremaîtresses qui distribuaient le travail journalier, les wagons à transborder et les voies. Parce qu'il faut penser que dans la gare, il y avait 5 voies espagnoles et 5 voies françaises à transborder. Ces voies contenaient une moyenne de 25 à 30 wagons chacune. Ce qui faisait une moyenne de 125 wagons à transborder dans la journée. Mais comme on doublait des fois le transbordement des voies, c'était le double de 200, disons 300 personnes qui faisaient tout ce travail dans la journée. Ouais. Pendant les périodes creuses, tout le personnel féminin ne travaillait pas le même jour. Il y avait un roulement bien prévu. Pourquoi? Pour qu'en fin de semaine, tout le monde ait à peu près la même somme gagnée. Or, la contremaîtresse devait souvent aller récupérer du monde pour transborder des wagons d'Orange qui n'étaient pas prévus. Donc, elle descendait dans le village, appelait les femmes. Or, si une de ces femmes ne pouvait pas se déplacer, elle mettait à la fenêtre un torchon pour signaler à la moussaigne, à la contremaîtresse, comme quoi elle était absente. Ce système-là de mettre à la fenêtre un torchon, c'est le téléphone portable de maintenant. Elle ouvrait la fenêtre, elle mettait le torchon, elle le refermait, le torchon était coincé à la fenêtre. Donc ce personnel féminin était regroupé par équipe. C'était des équipes de 5 femmes. Donc il y avait à peu près une moyenne de 50 à 60 équipes dans la journée de fort trafic à transborder les oranges. Ces équipes étaient formées de 3 femmes, les remplisseuses, qui remplissaient les oranges en vrac du wagon espagnol, et 2 transbordeuses qui, elles, acheminaient les couffins du wagon espagnol dans le wagon français et vidaient la marchandise, les oranges, dans le wagon français. Ça pouvait durer 3 heures pour faire le transbordement d'un wagon, mais ça pouvait aussi faire une journée suivant le tonnage du wagon. Parce qu'il y avait des wagons de 8 tonnes, mais il y avait aussi des wagons de 15, 16, 18 tonnes. Les videuses, il y en avait 2 qui étaient sur le pont et qui faisaient descendre petit à petit les oranges dans le couffin de la 3e, qui était en bas du pont. Et quand, à petit, l'ouverture de la porte se faisait, les femmes se dirigeaient une à droite, une en face et une à gauche pour transborder petit à petit tout l'ensemble du wagon.
tout le monde travaillait au transbordement d'orange. Ça pouvait commencer de 18 ou 19 ans, mais ça pouvait aller jusqu'à 60, 70 ans. Parce que c'était un travail que les femmes aimaient faire et aussi ça apportait un plus au foyer, quoi. Oui, le travail était physique, parce qu'il faut voir qu'un couffin d'orange faisait entre 25 et 30 kilos. Des fois, elle commençait à travailler à 7h30 du matin, 7h30, 8h. Elle apportait tout le matériel prévu, qu'on appelle le garnissage du wagon français, et elle travaillait jusqu'à des fois, il faut dire, 10h, 11h du soir, avec une coupure à midi, de midi à 2h, pour les femmes de Cerbère. Parce qu'elles allaient manger à la maison, mais celles qui étaient de l'extérieur, les 3/4 du temps, elles travaillaient, quoi, parce qu'elles étaient payées à la tâche. Donc plus elles travaillaient, plus elles gagnaient d'argent. Voilà. Ah, la petite anecdote. Le jour de Noël, à minuit, il y avait encore le transbordement d'orange. Donc certaines femmes terminaient le transbordement du wagon, à minuit, allaient à la messe. Elles descendaient de la gare et allaient directement à l'église, en sueur, pleine de poussière, à côté de ces messieurs et madame cravatés et chaussures vertes. Et bien sûr, ça faisait un contraste, mais ça se faisait, c'était normal, quoi. Et vous avez aussi une particularité, c'est la personne, la femme qui ramassait les oranges dans le wagon. On se demandait pourquoi elle portait un tablier derrière et non pas devant. C'était qu'elle travaillait souvent accroupie ou à genoux. Et vous savez que les wagons sont à une hauteur de 1,30 m. Alors systématiquement, il y avait du personnel qui circulait et qui aurait pu, disons, voir certaines intimités de la personne s'ils n'avaient pas ce tablier. Elle se cachait. Elle se cachait, oui. Oui, parce qu'elle le mettait derrière. On disait, mais pourquoi tu l'as? Non, c'est parce que, bon, accroupie. Bon, comme je vous disais, elles étaient payées à la tâche, c'est-à-dire plus elles travaillaient, plus elles gagnaient. Elles étaient payées par bons, c'est-à-dire que chaque transitaire avait des bons à leur donner. Et disons qu'un bon correspondait à 1 tonne d'orange transbordée par personne. C'est-à-dire que si le wagon faisait 10 tonnes d'orange, on leur donnait à chacune 10 bons. Mais il y avait une différence entre celles qui ramassaient les oranges et les deux qui transbordaient les oranges du wagon. Ces deux personnes-là, avaient une somme supplémentaire, un peu plus chère. Pourquoi? Parce qu'elles étaient responsables du travail. Elle travaillait du lundi au samedi, et le samedi matin, avec tous ces bons-là, aller dans différentes maisons de commerce, faire l'échange en argent liquide. En 1888-90, c'était pas la même somme que 1932 ou 1930. Voilà, ça a changé, quoi, le bon. Une équipe faisait transborder dans une journée entre 2 et 3 wagons de 8 à 10 tonnes. Voilà. Donc ça vous fait, disons, à peu près 20 à 30 bons par jour. Elles étaient payées par les maisons de commerce qui, elles, se faisaient payer ensuite par l'expéditeur. Vu que Cerbère était une frontière, toute marchandise passant une frontière devait être déclarée aux douanes. Toujours, il fallait faire des bons de transport. Ça, c'était les maisons de commerce qui étaient compensées, étaient payées par les expéditeurs espagnols pour le passage de la frontière. En 1906, la première grève de femmes en France a été à Cerbère. C'était celle qui transbordait les oranges pour gagner 25 centimes de francs en plus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la tonne d'orange coûtait 0,75 francs et elle voulait 1 franc pour les ramasseuses d'orange. Les autres, les transbordeuses, la tonne d'orange coûtait 1 franc et elle voulait 1,25 franc.
En plus du salaire payé par les maisons de commerce, au moyen de bons, elles avaient droit à 6 oranges à midi et 6 oranges le soir à amener chez elles. C'était pour la famille, un plus pour toute la famille. Alors, au départ des baraques, pour aller transborder le wagon, elles prenaient du matériel. On appelait ça le garnissage du wagon français. En premier lieu, il fallait prendre une quinzaine de couffes vides pour transborder les oranges. Ensuite, un rouleau de papier. Pourquoi? Parce que le wagon français était propre, mais il ne fallait pas qu'il y ait de contact direct avec les oranges. Donc, on déroulait au sol du papier, tenu par des pointes qu'on appelait les catches, pour la propreté. Ensuite, les oranges allaient souvent, c'était l'hiver, allaient souvent en Europe du Nord. Donc, il faisait très froid, il fallait faire attention à ce que les oranges ne gèlent pas. Qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait mettre le carton appelé zig-zig, c'est un carton alvéolé et ça étanchait le froid. En plus, elle faisait venir des canisses qu'on appelle, c'est-à-dire c'était des roseaux qu'on mettait devant les portes pour qu'à l'ouverture de ces portes, toute la marchandise qui était toujours du vrac ne tombe pas d'un seul coup. Elle prenait aussi des cheminées pour que les oranges dans le wagon français ne pourrissent pas et qu'il y ait un système d'aération permanente avec ces 2 ou 3 cheminées qu'on mettait dedans. La balle de paille était acheminée par les hommes à ce moment-là. Les femmes ne portaient pas. Donc c'était des hommes de la manutention qui portaient jusqu'au wagon la balle de paille. Alors arrivé à l'endroit voulu pour le transbordement, il fallait mettre en place le pont. C'est-à-dire, pour accéder du wagon espagnol dans le wagon français, on passait sur un pont. Et ça, c'était les 5 femmes qui, 2 ou 3 de chaque côté, mettaient en place le pont à une hauteur de 1,50 m, une moyenne de 1,50 m. Les équipes travaillaient très tard la nuit parce que tout wagon commencé devait être terminé. Or, l'électricité n'existait pas, elle est venue plus tard. On utilisait pour se voir, pour travailler, des bougies qu'on mettait dans des oranges. On prenait une orange pourrie et on mettait une bougie. Voilà comment. L'orange était cueillie verte. Mais par contre, l'orange était manipulée à peu près 4 ou 5 fois pour la cueillette, pour le chargement dans le wagon espagnol, toujours du vrac, je parle. À l'arrivée à Cerbère, le transbordement du wagon espagnol dans le wagon français. Quand ça arrivait en Allemagne, il fallait aussi le transborder l'orange, donc manipuler l'orange. Donc, il y avait des pertes, mais pas tellement que ça, vu qu'elle était cueillie verte, l'orange. Les oranges aussi étaient très souvent enveloppées dans du papier très fin. Ce papier était le logo de l'expéditeur. Là aussi, il y avait une petite anecdote du papier, parce que c'était, il faut le voir, du papier très fin. Et pendant des fois, on était pris de maux de ventre et on utilisait ce papier pour le restant. Oui, on s'en servait pour papier hygiénique. Ces papiers d'orange, il y avait souvent du personnel qui faisait des collections. Il y avait tellement d'expéditeurs d'orange que chacun avait son logo. Donc, pendant la période d'hiver, souvent les personnes récupéraient ces papiers, comme ça, les gardaient, et en période de creuse, l'été, elles les découpaient, les passaient au fer à repasser et faisaient des collections. Et là, vous avez ici une des seules collections qui existe, c'est celle de ma mère. Voilà. Voilà la collection. Voilà. Tout ça, c'est elle qui les a trouvés dans les wagons espagnols. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu des collections, mais jusqu'à ce jour,
je n'ai que c'est là et c'est de ma mère que je garde en souvenir. Les tatas, c'était deux sœurs, Marguerite et Marie, deux sœurs du curé Bailluet de Cerbère, qui tenaient une garderie pour les enfants des familles dont la maman et le papa travaillaient, soit à la gare, soit au transbordement. Donc, tous les matins, vers 7h, 7h15, on déposait chez les tatas le garçon ou la fille de 2 à 3 ans, et elle les gardait jusqu'à, disons, 18h, 20h le soir, le donnait à manger, nous apprenait à lire et à écrire, et c'était une maternelle avant de rentrer dans le scolaire. Je suis né à Cerbère, un vrai Cerbérien, et vraiment j'en suis heureux. Je suis allé chez les tatas. Pourquoi? Parce que mon père et ma mère travaillaient à ce moment-là, et pour me garder, ils n'avaient personne. Ma mère est née à Cerbère. Elle était transbordeuse dans une équipe avec Madame Carle, Madame Masse, Madame Solé et sa fille Georgette. Elle était transbordeuse jusqu'en 1855 à peu près. Et ensuite, elle est devenue moussaigne. Elle a été contre-maîtresse de tout le personnel qui, à ce moment-là, bien sûr, avait diminué. Et elle est restée contre-maîtresse jusqu'en 1970, où le transbordement d'Orange en vrac a disparu. À ce moment-là, il y a eu les oranges transportées dans des caisses qui faisaient entre 40 et 50 kilos, et ce n'était pas possible au personnel féminin de transporter toutes ces caisses, mais ce qui était le plus difficile, c'est qu'il fallait les riper et les jusqu'à une hauteur de 3 mètres, presque 2 à 3 mètres. Mon père, Pierre, était né à Perpignan et à l'âge de 5 ans est venu avec sa famille à Cerbère, vu qu'il y avait du travail au transbordement d'Orange. Il a été employé dans une maison de commerce au début, et ensuite il est rentré à la SNCF et il a fini sa carrière à la SNCF. Et à la retraite, il a continué aussi à faire un boulot au transbordement d'Orange. Après, vers 12 ans à peu près, le jeudi, qu'on n'avait pas d'école, avec les autres enfants, on montait avec la maman au transbordement d'Orange. Mon travail consistait de ramasser les oranges qui tombaient du pont, du wagon, de les ramasser. Pendant ce temps, elle, vu qu'elles étaient payées à la tâche, continuait à transborder des oranges. Et après, je suis rentré avant mon service militaire comme employé saute-ruisseau qu'on appelle, c'est-à-dire on était coursier dans les maisons de commerce. On allait porter des papiers à la douane, à la poste, à la SNCF. Et bon, on nous appelait saute-ruisseau. Parce qu'on était souvent, quand il pleuvait, il y avait les rues en pente, il fallait sauter les rues, le truc, voilà, on nous appelait saute-ruisseau. Tout le monde, hein, pas que moi, hein, tout le monde, quoi. Et quand je suis revenu au service militaire, je suis rentré à la SNCF à Cerbère, et j'ai fait toute ma carrière à Cerbère, jusqu'à ma retraite.